Donc, nous allons parler de la haute mer avec des points de vue différents. Nous avons donc sur ma gauche Olivier Adam, qui est professeur à l'université Paris-Sorbonne, qui est spécialiste de la bioacoustique. Et donc, ça veut dire qu'il travaille sur les émissions sonores des cétacés. Donc, il va pouvoir nous parler des baleines, notamment, de leur comportement et des menaces qui pèsent sur elles. C'est la partie vivante de notre table ronde, si je puis dire. À côté de lui, François Chartier, qui est chargé de campagne océan à Greenpeace. François connaît absolument tous les sujets, mais là, plus spécifiquement aujourd'hui, il va nous parler de quelque chose qui est en cours, qui est le traité pour la conservation de la biodiversité en haute mer. Ça paraît un peu technique, mais c'est quelque chose d'important. Nous avons ensuite sur ma droite Emma Wilson, qui est de la Deep Sea Coalition. J'oublie quelque chose. Deep Sea Conservation Coalition. C'est un peu long. Hein. Donc là, on passe de la colonne d'eau, de la surface, au fond marin. Emma suit ça de très près, parce que je vais vous dire ça en 2 mots, mais il y a beaucoup d'actualités sur l'océan cette année. Et il y a une part qui porte sur l'exploitation des fonds marins, l'exploitation minière, dont vous avez sûrement entendu parler. Elle va nous apporter des précisions là-dessus. Et puis, nous avons Marie Toussaint, toujours sur ma droite, hein, je suis désolée, qui est députée Les Verts, qui est vice-présidente du groupe Les Verts, qui, elle aussi, s'intéresse à cette question des fonds marins, qui est à l'origine d'une initiative avec d'autres députés européens, et qui va donc compléter nos informations sur ce sujet. Alors, avant de leur donner la parole, je pense que tout le monde sait ça, mais j'en suis pas absolument sûre, donc je vais vous dire ce que c'est que la haute mer. Qu'est-ce que c'est que la haute mer? On pourrait dire l'océan lointain, hors des zones côtières. Plus précisément, c'est donc toute cette partie qui se trouve hors des juridictions nationales, au-delà des 200 000 marins. Alors, c'est quand même un très gros morceau de l'océan, parce que ça fait à peu près 65% de sa superficie. Et cet espace gigantesque n'appartient à personne. On peut naviguer dessus, on peut aller poser des câbles au fond, il n'appartient à personne. C'est considéré comme un bien commun de l'humanité. Pour autant, il n'est pas du tout protégé. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur la haute mer? Oui, on présente souvent ça comme un Far West où il n'y a absolument aucune règle. C'est pas tout à fait vrai. Et c'est de moins en moins vrai, puisque donc, il y a ces différentes rencontres internationales qui ont eu lieu depuis le début de l'année et qui vont se poursuivre et qui devraient peut-être aboutir à un peu plus de réglementation. Mais pourquoi est-ce qu'il faut de la réglementation? Par exemple, il y a quelque chose qui se multiplie, ce sont les activités en mer qu'il n'y avait pas auparavant, puisque c'était trop loin, trop cher, trop compliqué. On y pêche, on y pose des câbles, comme j'ai déjà dit, on y cherche des hydrocarbures, alors qu'ils vivent des grands migrateurs, comme les requins, les baleines. On y trouve aussi de plus en plus de méduses accrochées à des petites parcelles de microplastiques. Mais bon, ceci est une autre histoire. Et tout cela fait beaucoup de bruit. Est-ce que le bruit, c'est vraiment une menace pour les habitants de l'océan? Olivier. Bonjour. Déjà, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Merci d'être présent. Donc moi, je travaille en bioacoustique, c'est-à-dire j'étudie les sons du vivant et je me suis spécialisé dans les sons des cétacés. Il y a 89 espèces de cétacés. Elles vont toutes émettre des sons au cours de leur activité vitale et leur interaction sociale. Donc c'est un paramètre qui est extrêmement important pour eux. Tous les mammifères que vous voyez derrière vous, d'ailleurs en photo, et la baleine à bosse qui est là-bas, utilisent les sons dans leurs activités et c'est particulièrement important. Alors c'est vrai que si jamais il y avait du bruit dans certaines zones, ce bruit va avoir des impacts sur leur activité. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre un certain niveau en fait en fonction de l'impact que ça a. Donc on prend une source sonore par exemple, et après on estime ou on évalue en fonction de ce qu'on peut voir comme comportement, quel est le niveau de l'impact. Et donc ça peut aller du simple dérangement à l'échouage, et du coup on va répertorier ces sources sonores. Donc
Par exemple, si on prend le trafic maritime, le trafic maritime, c'est un son qui est continu et ça dépend des zones où on se trouve. Il suffit d'être à proximité des autoroutes qui sont utilisées par les supertankers. Enfin, les 90% de ce que vous achetez passe par les routes, par les autoroutes pour être livré en France, quoi. Et du coup, voilà. Et donc là, autour de ces grandes routes, évidemment, le son qui est généré par les bateaux vont venir masquer les activités acoustiques des cétacés. Alors moi, je prends les cétacés parce que c'est là où je me suis spécialisé, mais en fait, on voit, et maintenant on voit de plus en plus d'articles scientifiques qui sortent, mais les poissons sont atteints, les poulpes. Là, je vais à une thèse le 7 octobre à Brest sur l'impact des sons sur des mollusques. Il y a un article qui existe sur le krill. Enfin bref, on voit que tous les écosystèmes marins sont touchés d'une façon ou d'une autre par les bruits générés par les activités humaines. Et c'est d'autant plus d'actualité que maintenant on met, enfin en tout cas la France développe des projets d'éoliennes offshore. Et du coup, ce son-là va être rajouté au son déjà existant au large de nos côtes. Vous voyez ce que je veux dire? Et il n'y a aucune règle qui limite ce bruit? Alors en fait, ce que l'on fait jusqu'à maintenant, c'est que lorsqu'on voit qu'il y a des sources sonores qui sont à l'origine d'échouages, on va mettre en place des dispositifs. Alors 3 dispositifs, vous allez voir comme quoi on est quand même assez prudent. Le premier, c'est de faire des briefings en amont, c'est-à-dire d'avertir les gens qui vont utiliser ces sources sonores d'être prudents, c'est-à-dire de ne pas les utiliser s'il y a des cétacés autour d'eux, par exemple. 2, c'est d'augmenter le son progressivement de telle sorte que s'il y a des cétacés qui sont présents, ils aient le temps de s'éloigner. Donc en gros, il y a une demi-heure entre le moment où on allume la source et au moment où elle est à pleine dose. Et la 3e, c'est d'avoir des MMO, c'est-à-dire des Marine Mammal Observers sur les bateaux, sur les outils, pour pouvoir compter, ou en tous les cas répertorier la présence de cétacés autour des dispositifs. Mais ça, c'est vrai en haute mer aussi, ou seulement dans les zones côtières? C'est vrai dans les industries qui ont une certaine attention auprès du bruit. Et c'est vrai que pour les cétacés, on parle de l'impact des activités sonores depuis le début des années 2000. Et donc, l'industrie est informée de ça. Donc l'industrie, c'est qui? C'est le trafic maritime, c'est les sonars militaires, ce sont la prospection géophysique. Ceux qui vont chercher par exemple du pétrole ou du gaz en mer utilisent des outils qui sont extrêmement bruyants et forts. Et donc, il y a des recommandations qui sont des recommandations, voilà, et après, c'est à l'industrie ou pas de les mettre en œuvre, mais en tous les cas, généralement, ça se fait, quoi. Alors, c'est pas pour ça qu'on n'utilise pas ces outils-là. Par exemple, pour la prospection pétrolière, on continue à utiliser des airguns qui sont susceptibles de provoquer des échouages de cétacés. Ça, on le sait depuis 10 ans, mais on continue à l'utiliser parce qu'il n'y a pas d'autres méthodes alternatives qui permettent de trouver du pétrole. Donc, on est quand même dans un système où voilà, l'industrie, des fois, ne se pose pas les bonnes questions. Mais par contre, pour le trafic maritime, il y a des solutions qui peuvent être appliquées dès maintenant, parce qu'on sait faire des bateaux silencieux. Les militaires font des bateaux silencieux depuis la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est pas comme si c'était une Première mondiale. Et donc, il suffit de les transposer sur les supertankers, parce que dans les années où on a commencé à construire des grands bateaux, ils ont oublié de rendre les bateaux silencieux exactement comme ce qui a été fait pour les voitures. Si vous regardez des voitures de votre grand-père et la voiture que vous utilisez aujourd'hui, le niveau sonore, il a été divisé par 100 peut-être. Et donc pour les grands bateaux, là, il y a des solutions qui sont immédiates et facilement applicables et qui ne coûtent pas forcément très cher parce que ça va aussi dans le rendement des moteurs, ce qui fait que du coup, ils vont consommer moins de pétrole et donc du coup, c'est du gagnant-gagnant, quoi. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu quel effet produit le bruit sur et pourquoi c'est si important pour toute la faune et même les prairies posidonies? J'ai lu ça dans Le Monde. Exactement. Donc en fait, il y a plusieurs. En fait, toutes les activités humaines vont toucher les écosystèmes, que ce soit marin, terrestre ou autre. Et ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de mettre des échelles d'impact. Donc par exemple, dans les océans, ceux qui arrivent en premier, c'est la pêcherie industrielle, qui dévaste en fait les écosystèmes. Ensuite, il va y avoir la pollution plastique. Après, il va y avoir le réchauffement climatique, parce que c'est quelque chose d'un peu plus à long terme et un peu plus lent.
Après, on va sauter un gros palier pour aller sur la pollution sonore, parce que la pollution sonore, ça va dépendre de certaines zones, ça va pas être partout pareil, c'est plutôt focalisé dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, par exemple, et puis ça dépend des océans. Et puis voilà, etc. Donc on fait ça, d'accord. Alors, on a beaucoup travaillé sur les cétacés, parce qu'il y a eu des échouages qui ont interpellé la communauté civique, et puis du coup qui ont mis un petit peu de pression sur les gens qui étaient, sur les industries qui étaient susceptibles, responsables de ces échouages. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder l'excellent film qui s'appelle le Sonic Sea, je crois que c'est 3 $, sur Internet. Sonic comme le son, et Sea comme la mer, Sonic Sea. Et donc du coup on s'est intéressé aux cétacés, d'accord. Par exemple, quand il y avait des exercices militaires et qu'il y avait des échouages, certaines ONG ou des scientifiques pointaient du doigt le fait que tel sonar était responsable d'échouages. Et du coup, il y a eu pas mal d'argent qui a circulé dans les années 2000-2005 pour essayer d'expliquer pourquoi certaines espèces de cétacés étaient sensibles et d'autres non, par exemple. Mais on sait l'effet que ça leur produit. Est-ce qu'ils sont désorientés? Alors, voilà, exactement. Donc, les impacts, le dérangement peut être simplement... peut être de différents types. Je vais vous donner des exemples concrets, mais ça peut aller de l'éloignement, tout simplement, de la source sonore, jusqu'à l'échouage. Alors, je vais prendre des exemples. Les cachalots, par exemple, ce sont des grands plongeurs, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont descendre à 500 mètres de profondeur, 600 mètres, 1 km de profondeur, 1,5 km, enfin même plus, pour aller chercher leur nourriture, qui est composée de calmars principalement. Et lorsqu'ils sont soumis à des sonars. Alors, ce que l'on fait, c'est 2010, c'est pas comme si c'était très récent, très vieux, c'est très récent, en fait, comme type de recherche. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer des cachalots à la surface, on va leur mettre des instruments, on va leur mettre dans le dos, on va leur ventouser des instruments avec des accéléromètres, des hydrophones, etc., pour pouvoir suivre leur plongée. Et puis après, on va leur envoyer du son et on va regarder ce qu'ils font. Et donc, en 2016, 2017, donc c'est assez récent, il y a un très très beau papier d'une Française qui s'appelle Charlotte Curé, qui travaillait avec un consortium de laboratoires, notamment de Saint-Andrews, qui a montré en fait que les cachalots arrêtaient leur plongée et remontaient à la surface et restaient à la surface en respiration et attendaient que le son s'arrête pour recommencer leur activité. Donc en fait, là, il y a une interruption volontaire d'une activité vitale qui est le nourrissage. Et pourquoi la surface? Parce que quand vous êtes un mammifère, vous avez besoin de respirer, donc tu ne vas pas te cacher sous un rocher en profondeur, parce que tu tiens 10 minutes et puis après tu es mort, donc tu es obligé de te cacher à la surface, quoi. Okay, donc ils se mettent en situation de discrétion totale à la surface. Les baleines à bosse, quand on leur envoie le même type de sons, qui sont soit des sons de sonar, soit des sons de trafic maritime, elles s'éloignent de la source sonore, donc discrètement, elles changent de trajectoire et s'éloignent de la source sonore. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça que l'on peut citer où on voit qu'on perturbe leur activité et leur activité vitale. Et d'un autre côté, ce qu'on fait aussi maintenant, c'est qu'on fait du playback, c'est-à-dire qu'on diffuse dans l'eau des sons, mais des sons qui sont soit à eux, soit d'espèces concurrentes. Et là, on s'aperçoit que les comportements sont différents. Par exemple, pour les baleines à bosse, si on leur diffuse du son qu'elles utilisent pendant leur phase d'alimentation, elles viennent au bateau parce qu'elles pensent que là où il y a le haut-parleur, il y a des proies à manger et donc elles sont plutôt attirées et viennent checker. Donc en fait, on fait des choses assez fines pour pouvoir expliquer les différents impacts qu'il peut y avoir de sources sonores. Très bien. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'avec ce traité qui est en débat en négociation depuis, je ne sais plus, 20 ans et qui peut-être aboutira un jour, est-ce qu'on peut imaginer créer des sanctuaires, des aires marines protégées en haute mer qui permettraient à ces cétacés d'avoir du répit? Alors, attends, je vais juste rajouter quelque chose à cette question-là, c'est que les océans, c'est des grands open space. D'accord, c'est les plus grands open space qui existent. Donc si vous faites du bruit tout au fond, le son va se diffuser dans l'océan. Alors ça dépend des distances, ça dépend de plein de choses. Mais en gros, c'est compliqué de mettre une barrière pour dire je vais stopper le son comme un mur que tu peux construire à l'intérieur de ta maison. Merci. François, alors ce traité, alors effectivement, tu peux nous le présenter? L'un des objectifs de ce traité, c'est de pouvoir créer des aires marines protégées en haute mer. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle du traité sur la haute mer? Donc,
Ça remonte à il y a quelques années, il y a eu la signature de ce qu'on appelle la Convention de Montego-Bay, qui régit le droit de la mer, qui définit notamment l'existence de cette limite des 200 000 nautiques, au-delà duquel on est dans à la fois un Far West, à la fois un bien commun, en tout cas une zone où il n'y a pas de réglementation, de régulation de manière globale concernant la conservation des océans. Il y a un certain nombre de régulations sur le trafic maritime, sur les pavillons des navires, etc. Mais il y a eu un oubli. Alors la Convention de Montego-Bay date de 1982, c'est la protection et la conservation. Or, ce que disent les scientifiques, ce qu'on relaie nous aussi, Greenpeace, c'est que face à l'état de la biodiversité marine, face au rôle des océans dans la lutte contre le changement climatique, il faut protéger, et vraiment protéger, donc pas d'activité industrielle, 30% des océans. On fait le calcul, si la haute mer c'est 65%, il y a clairement besoin de créer des aires marines protégées en haute mer. Donc l'enjeu là qui se négocie depuis des années à New York avec le retard dû au Covid et avec le blocage de certains pays, c'est justement de pouvoir créer ces aires marines protégées et de pouvoir protéger les océans en haute mer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à New York, justement? On a beaucoup vu Greenpeace au mois d'août. Il y avait une session de négociation. Les ONG étaient très présentes. On a mis beaucoup de pression sur les négociateurs. Et néanmoins, ça n'a pas abouti, puisqu'il n'y a pas eu de conclusion. Et peut-être qu'il faut qu'on explique que ce traité, c'est non seulement pour la conservation de la biodiversité, mais un petit peu pour son exploitation aussi. Oui, c'est un traité donc, qui pour la conservation et la gestion durable de la biodiversité au-delà des juridictions des États nationaux. Donc c'est un titre à rallonge, mais c'est voilà, protéger et gérer la haute mer. Donc il y a le chapitre qui a fait débat et sur lequel il y a eu des avancées des aires marines protégées. Il y a la question des ressources génétiques. Qui est-ce qui va bénéficier des ressources génétiques pour la cosmétique ou la médecine en particulier? Quel mécanisme de partage entre les pays riches qui vont pouvoir y aller et faire développer leur industrie et les pays en voie de développement? Et ça, c'est un des gros points de blocage. Les pays riches ne veulent pas donner d'argent aux pays pauvres. C'est rien de très original dans les négociations internationales. Mais là, ça a été un point bloquant à New York cette année. Il y a la question des études d'impact. Comment mener des études d'impact avant d'envoyer des nouvelles menaces dans les océans. Et tout un tas de questions de gouvernance aussi. Est-ce que, par exemple, on va décider, pour reprendre le cas des aires marines protégées, collectivement par consensus, donc on voit bien comment ça peut être bloquant, ou est-ce qu'on va décider par un vote majoritaire la création d'une aire marine protégée? Et ça fait partie des points qu'on bloquait. Ce qui est très frustrant, c'est que le texte s'approche d'un accord, qu'il y a une vraie urgence aussi à pouvoir protéger la haute mer, mais il y a un certain nombre de pays, notamment pour ne pas les nommer, la Russie et la Chine, qui ont bloqué. Donc là, ça devait être déjà en février, c'était la 4e conférence intergouvernementale, ça devait déjà être, le traité devait déjà être abouti. On jouait déjà les prolongations avec le 5e round. Il faut que le traité, il faut que les négociations reprennent avant la fin de l'année, sinon on va perdre la dynamique. Il y a une vraie inquiétude à ce niveau-là. Olivier, vous vouliez intervenir? Est-ce que tu peux nous dire les différents niveaux de aires marines protégées? Parce qu'en France, je crois j'ai cru comprendre que dans les aires marines protégées, on peut pêcher quand même. Alors, ça, c'est un vrai débat. Et alors, comme souvent en droit international, il y a les standards internationaux, notamment pour les aires marines protégées, ceux de la Convention sur la biodiversité, de l'UICN, et puis il y a les aires marines protégées à la française. Ça a été un gros débat dans la stratégie nationale. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est des aires soit entièrement protégées, soit avec un très haut niveau de protection. Donc, pas de pêche industrielle, pas d'activité industrielle d'extraction, quelle qu'elle soit. Et la France ne reconnaît pas ça. C'est-à-dire que pour la France, des aires marines, des zones fortement protégées dans les aires marines protégées, on peut effectivement y pêcher. Il y a en ce moment tout un débat sur le chahutage de fond dans les aires marines protégées. Donc si on peut chahuter sur le fond, c'est pas vraiment protégé. Et ce traité, tu penses qui devait être, qui était programmé pour être du moins adopté en 2022. Ensuite, il faut que les États ratifient, bien entendu. Est-ce que tu penses qu'on l'aura un jour, ce traité? Nous, ce qu'on espère, c'est qu'on ne reparte pas sur une 6e conférence, mais qu'on puisse avoir en gros une 5 bis ou une 5 finale pour déverrouiller les 2-3 sujets qui restent, comme j'évoquais, la gouvernance, la question du partage des ressources. Ça veut dire aussi, c'est ce qu'on a vu avec les COP climat, c'est que quand on a des chefs d'État, quand on a des ministres qui se déplacent, la négociation prend une dimension plus politique et on arrive à avancer. Là, c'est resté quand même quelque chose d'un peu entre des geeks juristes du droit de la mer, pas très sexy comme sujet. Donc oui, il faut qu'il soit davantage politisé.
C'est important parce qu'on va discuter là, c'est à Montréal, ce ne sera pas en Chine, mais là, à la Convention sur la biodiversité, c'est en décembre, l'objectif de protéger 30% des océans d'ici 2030. Sans le traité, cet accord ne servira à rien. Et je reviens sur les aires marines protégées en haute mer, donc il faut bien imaginer qu'on est en dehors des zones sous juridiction nationale. Comment on les définit, ces aires marines? On prend une règle, on coupe un carré au milieu, ou bien est-ce que... comment on les définit? Et par ailleurs, comment est-ce qu'on pourrait les gérer? Alors, pour la première question, il y a plusieurs méthodologies. On a publié, nous, Greenpeace, il y a 2-3 ans, un rapport qui propose une méthodologie. C'est un peu l'idée de procéder par couche, par calque. On identifie quels sont les écosystèmes, les espèces présentes, migratrices ou sédentaires, et puis quelles sont les menaces. Est-ce que c'est des menaces, par exemple, sur, et Mathieu en parlera, des monts sous-marins, des zones avec une biodiversité profonde très particulière? Est-ce que c'est parce qu'il y a des ressources halieutiques et donc une menace liée à la pêche? Est-ce que c'est parce qu'il y a des récifs coralliens et des nurseries comme pour les régions côtières, les mangroves? Et en superposant un peu les menaces et les enjeux, on arrive à cartographier en disant, voilà, sur les 30% d'aires marines protégées, il faut en mettre dans tel endroit, parce qu'en fait, il y a une biodiversité incroyable en haute mer, qu'on connaît très peu, notamment pour les grands fonds, mais qui est concentrée à certains endroits. Il y a des grands déserts et des oasis de vie. Donc il faut taper dans le bon endroit et protéger vraiment ces endroits-là. Ça se fait de manière scientifique, et après, il faut un consensus politique, c'est toujours la même chose. Sur comment les gérer, c'est un des vrais enjeux. Pour gérer des aires marines protégées en mer, il faut des moyens maritimes, éventuellement des moyens humains de surveillance électronique, mais en gros, il faut être présent et il faut pouvoir mettre en œuvre la protection effective, ce qui coûte énormément d'argent. Et cette affaire de ressources génétiques qui a fait capoter la 4e session, la négociation, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme ressources génétiques? Quand on parle de ça, il faut bien dire qu'on ne parle pas de la pêche, qui est hors du traité. On ne parle pas de la pêche, on parle donc d'aller séquencer le génome de la biodiversité marine, notamment des régions les plus reculées, les plus profondes, pour pouvoir trouver des molécules qui puissent ensuite notamment servir à la médecine. Donc il ne s'agira pas ensuite d'aller prélever, comme pour la pêche de la biomasse. Une fois qu'on a séquencé, on peut produire. La question qui se pose, c'est quel est le droit qui s'applique? Puisqu'on est censé être dans un bien commun, comment vont gérer les brevets? Est-ce qu'il n'y a pas, en fait, d'une certaine manière, ce que reprochent les pays pauvres, une privatisation du génome des océans, s'il n'y a pas un mécanisme collectif de redistribution, et s'il n'y a pas un mécanisme avec des bases de données publiques où tous les chercheurs peuvent travailler sur ces informations génétiques? Bon, donc là, puisqu'on est sur le chapitre économique, on va peut-être parler cette fois de se tourner vers le fond. Qu'est-ce qu'il y a au fond, sous l'océan, sur le sol, sur le plancher de l'océan? Qu'est-ce qu'il y a qui nous attire? Effectivement, ils ont découvert qu'il y a des métaux au fond de l'océan, dont le cuivre, le nickel, le manganèse et le cobalt. Du coup, ce sont des métaux qu'on utilise dans nos smartphones, dans nos ordinateurs, dans nos télévisions et aussi dans les batteries pour des véhicules électriques. Alors, l'industrie minière, en gros, se penche beaucoup sur ce dernier, l'utilisation de ces métaux dans les batteries pour les véhicules électriques, pour justifier l'idée d'aller miner dans les fonds marins. Ils disent que c'est une partie essentielle de la transition énergétique, en gros, d'aller chercher ces minerais. Mais attention, parce que c'est vraiment une fausse solution. Il y a plus de 600 scientifiques qui ont dit que ce serait une très mauvaise idée. En fait, on connaît très très peu des fonds marins et des abysses en général. Voire même, il y a une amie scientifique qui m'a dit il y a quelques mois qu'on connaît tellement peu qu'on ne sait même pas ce qu'on ne connaît pas. Mais il n'y a pas rien dans les fonds marins, il fait tout noir, c'est loin. Alors absolument pas. Comme François a évoqué tout à l'heure, il y a énormément de biodiversité dans les fonds marins. Et on est juste sur le point de découvrir cette biodiversité. Il y a effectivement des créatures un peu bizarres, parfois aussi très très belles, parfois aussi très très moches. Mais ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que cette exploitation minière, ça va toucher à cette vie des fonds marins, mais aussi
aux autres espèces iconiques comme par exemple des baleines. Donc en fait, c'est une opération qui aura des impacts dans les fonds marins, mais aussi dans toute la colonne d'eau. Parce que si je peux juste me lancer un peu dans une explication de comment ça va fonctionner, comme ça vous pouvez visualiser un peu ce qu'ils proposent de faire. Et peut-être nous dire à partir de quand on parle de fond profond, à partir de quelle profondeur? Ah oui, ok, bah, c'est vrai que c'est un détail important. Du coup, déjà, les fonds marins ou les abysses, ça commence à partir de 200 mètres de profondeur et ça va jusqu'à 11 km de profondeur. Ça, c'est l'endroit le plus profond au monde, en tout cas à notre connaissance, sachant qu'on, comme j'ai dit, on connaît très très peu de ce milieu. Du coup, ça se trouve qu'il y a des endroits encore plus profonds. Et donc, cette zone de l'océan, ça fait 90% de l'océan. Du coup, c'est quand même une partie assez vaste de notre planète et très peu explorée parce que jusqu'à récemment, on n'a pas eu des moyens techniques d'aller voir ce qu'il y a dans cet espace. Et justement, au niveau technique, on commence à avoir ces technologies pour pouvoir aller exploiter, encore exploiter, des métaux dans les fonds marins. Et donc oui, si je peux juste revenir sur à quoi ça va ressembler. Commençons peut-être avec l'engin de collection, je ne sais pas comment dire ça en français vraiment, mais l'engin de... Des robots souvent, mais oui, l'engin des drones, est-ce que... non, c'est un gros engin de prélèvement, on va dire. Et du coup, cet engin, ça pèse 80 tonnes. Et du coup, ça fait le poids de la navette spatiale de NASA. Du coup, c'est quand même énorme. Et c'est pas juste un seul, forcément, il y en aurait plein, comme ça. Est-ce qu'on creuse ou est-ce qu'on ramasse sur le fond? Alors, il y a plusieurs types de techniques, ça dépend de la zone et ça dépend du genre de dépôt qu'on veut ramasser. Mais dans l'avenir immédiat, la technique, ça serait effectivement de descendre avec cet engin dans les fonds marins. Et puis cet engin va en gros aspirer tout ce qu'il y a dans son chemin pour ramasser les métaux. Mais forcément, la vie sous-marine sera aussi aspirée et tout ce qui est autour de cette zone minière. Et puis, tout ce matériau-là, c'est ramené à la surface, à un navire à la surface par une espèce d'énorme tuyau qui fait plusieurs kilomètres de long. Et puis, une fois à la surface, ils font le tri. Du coup, sur le navire, ils vont prendre les métaux et puis tout le reste, ils rejettent. Et donc là, il y a deux choses. D'abord, des eaux usées, toxiques, qui sont rejetées dans la mer, qui risquent de contaminer notre chaîne alimentaire, c'est-à-dire les poissons qu'on pêche. Après, il y aurait aussi une espèce de panache de sédiments qui, en gros, sera aussi rejeté dans l'océan et ça va créer une sorte de tempête de poussière sous-marine. Et ça risque de provoquer des grands problèmes pour la vie sous-marine, notamment au niveau de la respiration et du nourrissage. Et puis, pour revenir sur le sujet du bruit, tout ça, les machines, les engins qui descendent, l'énorme tuyau et les navires, et tout ça, ça va créer énormément de bruit. Énormément de bruit. Je crois justement qu'Olivier voulait intervenir, mais moi, la question que je me pose, c'est qu'entre le bruit, le panache et la lumière même, qu'est-ce qui est le pire finalement, même si on ne sait pas. Et une fois posé tout ça, est-ce que l'exploration elle-même, elle apporte pas déjà du bruit, de la lumière et des perturbations? Je voulais juste rajouter une chose par rapport à ce que tu disais, c'est qu'on aurait pu imaginer qu'en 2022, la France ou la communauté internationale privilégie des activités durables. Et en fait, là, ce qui se passe avec l'extraction minière dans le fond, c'est que les sédiments, les minéraux ont mis des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années pour se déposer.
Et que là, ça va être un one-shot, parce qu'une fois qu'on aura tout aspiré, ça ne va pas se recréer l'année d'après ou dans les 2 ans qui suivent, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, on est tout sauf dans une activité durable. Alors là, c'est moi qui interviens, mais je voulais juste dire qu'on avait proposé à l'IFREMER, qui est l'Institut français de recherche et d'exploitation de la mer, de venir présenter la position française, puisqu'après tout, la France a des permis et que ça repose sur l'IFREMER, mais ils n'ont trouvé personne pour venir. Voilà. Et voilà, puisqu'on en est aux institutions, Emma, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est que l'Autorité internationale des fonds marins? Vous suivez ça de près, donc là aussi, c'est une instance internationale qui dépend de l'ONU, qui est assez récente et qui est censée se poser un certain nombre de questions liées à l'exploitation de la mer, ce qui voudrait dire peut-être un préalable à cette exploitation. Oui, c'est ça. Merci, Martine. Donc, cette autorité, c'est effectivement une autorité qui est affiliée à l'ONU, mais ça n'en fait pas partie, mais elle est affiliée. Son siège se trouve au Jamaïque, exotique. Et en gros, elle est chargée d'élaborer un code minier pour permettre le début de l'exploitation. Donc ça, c'est un point important. À partir du moment où ce code minier est adopté, l'exploitation minière des fonds marins se lance. Alors, ça fait une vingtaine d'années qu'ils en parlent, et jusqu'à assez récemment, les négociations allaient plutôt lentement. Mais puis, il y avait un événement l'année dernière qui a déclenché une sorte de course vers les fonds qui est complètement irresponsable. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une petite île qui s'appelle Nauru, vous connaissez peut-être le nom, a déclenché une sorte de compte à rebours légal qui oblige l'adoption de ce code minier dans les 2 ans qui viennent. Donc, ce compte à rebours a été déclenché l'année dernière. Il faut ajouter sous une grosse pression du lobby industriel. Et du coup, ça a été déclenché l'année dernière. Et puis, du coup, ça veut dire que la date limite, c'est l'année prochaine. Du coup, là, on parle quand même d'une menace imminente et urgente pour l'océan, alors qu'on est dans une période où on est en train de faire face à une double crise de perte de biodiversité et de changement climatique, alors que l'exploitation minière des fonds marins, ça va entraîner de la perte de la biodiversité et ça va nuire de manière parfois irréversible au milieu marin. Et de plus, l'océan joue quand même un rôle clé dans le règlement climatique. Donc, en fait, l'océan absorbe énormément des émissions de gaz à effet de serre et de la chaleur qui est provoquée par ces émissions, alors que l'exploitation minière des fonds marins, ça risque vraiment de perturber ces fonctions primordiales, alors qu'on est dans une période où ça devrait être notre obsession de les préserver. Et est-ce qu'on peut dire un mot sur ces fonctions essentielles? On dit souvent que l'océan, c'est le thermostat vis-à-vis de l'état de l'atmosphère et du réchauffement climatique. Mais en quoi la bonne santé de l'océan, quel est le rapport entre cette bonne santé de sa faune, de sa flore et l'atmosphère? Est-ce qu'il y a des raisons biologiques à ça, à ce rapport-là? Alors oui, c'est assez long et technique et compliqué à expliquer, mais en gros, dans l'océan, il y a tout un cycle déjà biologique qui se fait des fonds jusqu'à la surface. Donc tous les organismes et les créatures de l'océan, il y a... Comment expliquer de manière simple? On peut dire qu'il y a un phénomène de photosynthèse avec le plancton, de production d'oxygène. Oui, mais ça me paraît important, parce qu'on dit toujours c'est important l'océan pour dans le climat, mais on ne sait pas forcément pourquoi. Mais effectivement, c'est un autre sujet que les fonds marins. Enfin, non. Pour compléter, par exemple, on parle beaucoup de puits de carbone et des forêts.
les baleines sont des puits de carbone, ça stocke énormément de carbone, et les baleines meurent et vont au fond de l'eau, et ça stocke du carbone. Et puis, des aires marines protégées qui permettent à la biodiversité d'être résiliente, ça veut dire du plancton qui fait son travail de photosynthèse. Et là aussi, c'est des quantités importantes de carbone qui sont séquestrées par ce biais-là. Donc il faut des océans en bonne santé pour être résilients et jouer leur rôle. Donc là, on se fait peur un peu avec cette exploitation des minéraux au fond de la mer, enfin au fond de l'océan, mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'il y a des acteurs qui sont prêts à y aller? Alors Emma, peut-être tu peux répondre, et puis Marie aussi. Alors oui, il y a notamment un acteur qui se dit prêt. C'est une entreprise qui s'appelle The Metals Company, ce qui veut tout dire. Et eux, ils sont en train de développer justement les technologies pour y aller. Ils viennent juste de se faire approuver la possibilité d'aller faire des essais. Donc, il va en fait effectivement lancer les mines à partir du mois prochain. Et ils vont aller prendre, je crois que c'est 3600 tonnes de métaux dans les fonds. Ça sera une opération qui va durer 1 mois et demi. Du coup, déjà, rien que ça, et ça c'est juste l'essai, ça va avoir un impact énorme. Ce test a été approuvé essentiellement en secret. Les États membres de cette fameuse autorité internationale des fonds marins n'ont pas été consultés. Et il s'avère que l'approbation s'est faite par mail, donc de manière pas du tout officielle, en fait. Du coup, il y a vraiment un problème de processus là-bas. Donc, eux, ils vont commencer cet essai le mois prochain, déjà. Et ils se disent prêts à se lancer dans des mines commerciales à partir de 2024. Du coup, ils attendent ils veulent que le règlement soit adopté au milieu de l'année prochaine, et puis ils comptent lancer leur activité à partir de janvier 2024. Du coup, oui, comme j'ai dit, c'est une menace qui est vraiment sur l'horizon de très près, et il faut surveiller, et il faut qu'on empêche que ça puisse avancer. Et bon, là, on parle de l'exploitation des fonds marins en haute mer, mais il y a déjà eu des expériences dans des eaux territoriales profondes. Est-ce qu'un bilan a été tiré de ça? Est-ce qu'il est publié? Est-ce qu'il est partagé ou pas? C'est assez difficile d'avoir des informations concrètes justement sur ce genre d'essai, parce que, comme vous avez dit, Martine, la plupart jusqu'ici sont faits dans les eaux territoriales. Donc, souvent, il s'agit des informations confidentielles. Et puis aussi, ce ne serait pas sur la même échelle que dans les eaux internationales non plus. Donc, oui, il y a toute une question d'échelle qui n'a rien à voir avec l'échelle des opérations dans les eaux territoriales aussi. Et oui, enfin, à ma connaissance, en tout cas, toute évidence scientifique, pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura une perte de biodiversité, ça c'est sûr. Il y aura des extinctions d'espèces, ça c'est sûr. Et puis pour tout le reste, il y a énormément d'incertitudes. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas y aller, parce qu'on n'y connaît rien. Marie Toussaint, est-ce que cette question-là figure à l'agenda du Parlement européen ou pas du tout? Oui. Oui, et d'abord, bonjour à toutes et à tous. Oui, ça figure à l'agenda du Parlement européen, et d'ailleurs le Parlement européen s'est positionné à plusieurs reprises pour un moratoire sur cette extraction minière. Alors, vous avez compris qu'en fait, on en sait très peu sur les fonds marins, tout autant que sur l'activité extractive en tant que telle, et donc la demande diplomatique qui est passée, c'est celle d'un moratoire qui pourrait durer entre 15 et 50 ans en fonction des acteurs qui les mettent sur l'extraction minière. En réalité, on peut se dire quand même que c'est pas d'un moratoire dont on a besoin, c'est de ne pas y aller du tout.
Voilà, mais ça, c'est encore une question parce que le moratoire, il est atteignable en matière diplomatique. Donc le Parlement a appelé à plusieurs reprises. D'ailleurs, la Commission européenne, à travers son commissaire à l'environnement, soutient lui aussi ce moratoire. Maintenant, l'Union européenne a une voix au siège de l'AIFM, mais ce sont encore les États qui décident. Et donc, on a besoin que les États et l'Union européenne, ensemble, se positionnent pour ce moratoire, aux côtés des États qui ont déjà formulé la demande, parce que contrairement à Nauru, la plupart des États du Pacifique ont demandé ce moratoire sur l'extraction minière. Et on attend encore les pays occidentaux, des pays occidentaux, un positionnement ferme et volontariste. Oui, parce qu'il faut préciser que chaque projet d'un industriel doit être parrainé par un État. Ça, c'est important. Tous les pays, oui, ne sont pas partants sur cette question-là. Et la France, qu'en est-il? Il y a eu une déclaration du président de la République à Lisbonne, puisque, comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup d'actualités. Il y a eu aussi une conférence de l'ONU sur l'océan à Lisbonne début juillet, qui semblait prendre position pour un moratoire. Quelle attitude quelle attitude à laquelle on doit s'attendre de la part de la France? Alors tout à l'heure, vous disiez on se fait peur avec l'exploitation minière des fonds marins. Alors c'est pas on se fait peur, c'est ils nous font peur avec leur avidité, leur voracité sans fin et leur volonté de faire croire à chacune, à chacun que nous vivons dans un monde infini avec une possibilité de croissance infinie, parce que c'est bien cette idéologie-là qui est derrière et qui est mise au service des profits d'entreprises très largement occidentales. Peut-être qu'on y reviendra après. Ça fait écho à ce que disait François aussi tout à l'heure sur les négociations sur la biodiversité. On a les mêmes questions d'appropriation des ressources et dans le cadre des négociations sur la diversité du Canada, avec un refus de la part des pays occidentaux, même pas seulement de partager, mais juste de reconnaître le fait que voilà, il y a une justice de la même manière qu'on oublie la dette climatique. Martine, vous pouvez nous rappeler votre question parce que du coup je me suis... Oui, la position de la France. La position de la France. J'ai retrouvé la phrase exacte du président de la République qui a dit, alors c'était pas dans une conférence officielle, mais c'était néanmoins dans ce cadre-là, je pense que nous devons élaborer un cadre légal pour mettre un coup d'arrêt à l'exploitation minière des fonds en haute mer et ne pas autoriser de nouvelles activités qui mettent en danger les écosystèmes océaniques. Voilà, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Bah, du coup, on a envie d'applaudir. Mais donc je disais... On se fait peur, mais la mobilisation marche. Et du coup, cette phrase-là d'Emmanuel Macron, elle est éminemment surprenante. Pourquoi? Parce que, notamment en 2021, la France a énormément... Le gouvernement français, pardon, pas la France en tant que pays, pas nous tous et tous ici, mais le gouvernement français a beaucoup travaillé sur cette exploitation minière. Et donc, on a eu une stratégie des fonds marins, on a eu une circulaire des fonds marins, et on a même une stratégie de la marine des fonds marins qui, toutes, évoque la nécessité de développer des programmes de recherche, y compris des programmes concrets. C'est pour ça que ça aurait été bien qu'Ifremer soit là aujourd'hui, mais on se doute de la raison pour laquelle ils ne le sont pas. Mais des projets concrets pour tester des manières dont on pourrait développer l'extraction minière des fonds marins de manière propre. Voilà. Donc ça, c'était la position de la France jusqu'à cette prise de parole d'Emmanuel Macron. Pourquoi je dis la mobilisation marche? Je dis ça parce que à ce sommet de Lisbonne sur les océans, le grand sujet, normalement, ça aurait dû être la pollution plastique. Et c'est vrai que c'est un sujet absolument essentiel. Il faut toutes et tous qu'on se mobilise sur cette question-là. Mais les ONG, les parlementaires, les États du Pacifique, on est arrivés en disant il y a un autre sujet qui est extrêmement important. Et c'est ce qu'a dit Emma, c'est-à-dire qu'on n'a plus qu'un an, une seule année, pour empêcher le départ d'une extraction minière en eau profonde qui soit de long terme. Et déjà, ce serait bien si on arrivait à arrêter ces essais, mais en tout cas, on n'a plus qu'un an. Et donc, ce sujet-là, vous ne pouvez pas passer à côté. Et c'est au niveau des Nations Unies que doit être prise la décision de ne pas aller extraire dans les fonds marins. Et donc, on a fait de ce sujet un véritable sujet politique dans cette conférence. Et Emmanuel Macron arrive et quelque part contraint de prononcer cette phrase. En tout cas, il veut faire plaisir aux Françaises et aux Français et peut-être au-delà qui écoutent sur cette question. Sauf que l'année d'avant, la France avait aussi
n'avait pas voté la résolution de l'UICN qui avait été votée par un autre, par exemple par l'Allemagne, par la Roumanie. Vous me direz, ils n'ont pas de grandes zones économiques exclusives, ces pays-là, donc ça ne les concerne pas directement. Mais la France s'était abstenue, et donc aujourd'hui, on est peut-être en train de changer, et il y a un grand travail qui est mené par la Deep Sea Conservation Coalition et d'autres, Greenpeace et d'autres ONG, une discussion un peu forte avec le gouvernement français. Si on continue à se mobiliser, si on continue à les pousser, il est possible que la France prenne le parti des fonds marins pour une fois. Donc il faut continuer à y aller, à se bouger, à leur envoyer ce message que vraiment non, on ne veut pas qu'ils touchent aux fonds marins. Est-ce qu'il existe une comptabilité des... J'ai vu que la Polynésie française, par exemple, s'était prononcée contre l'exploitation des fonds marins. Est-ce qu'on sait à peu près combien de... L'Espagne aussi, je crois, combien de pays sont dans un camp et qui sont dans l'autre? Alors, c'est pas facile de comptabiliser comme ça. Pourquoi? Parce que il y a des déclarations officielles, puis après il y a des déclarations officieuses. Je parlais de l'Allemagne. En fait, c'est pas l'Allemagne, c'est pas le gouvernement allemand, c'est le ministère de l'écologie. Mais on compte 5 ou 6 États en Europe, et puis autour du monde, plusieurs dizaines. Peut-être que Emma ou François pourront revenir dessus. En tout cas, il y a un nombre quand même existant d'États qui se positionnent, mais encore une fois, le problème est que ce sont beaucoup les États du Pacifique, donc les petites îles, les petites républiques qui sont directement menacées par le dérèglement climatique. Je reviens en arrière, exploiter les fonds marins, c'est créer une autre bombe climatique en provenance des océans, donc qui va détruire non seulement la biodiversité et les côtes des îles voilà, qui sont directement sur l'océan, mais aussi menacer leur existence même du fait de la montée des eaux. Et puis le Pérou, le Chili, qui ont déjà tenté l'exploitation minière dans leurs eaux, qui sont revenus en arrière et qui sont aujourd'hui non seulement en train de défendre des initiatives au niveau international, mais aussi d'adopter des lois sur leur territoire pour interdire cette exploitation minière. En France, on a la Polynésie française, qui s'est depuis longtemps exprimée contre l'extraction minière en haute mer, mais qui, au mois de septembre, a pris position à 43 voix pour, 0 contre, pour vous donner un peu l'ampleur de l'unanimité sur ce sujet, pour ce moratoire sur l'extraction minière en fond marin. Et donc on voit bien en France aussi qu'on a des réalités différentes. Et que pointe aussi la Polynésie française sur ce sujet-là, c'est qu'en fait on a un flou complet dans le droit français aujourd'hui sur ce qui est autorisé ou pas dans notre haute mer à nous. Et donc pour vous dire aussi, la France est l'État qui compte le plus de fonds marins dans sa zone économique exclusive. Donc on n'est pas seulement l'un des plus grands espaces marins au monde, mais on est aussi le pays qui compte le plus grand nombre de fonds marins. Or, il se trouve qu'au-delà du flou qu'il y a aujourd'hui dans la législation française, avec des articles du code minier, du code de l'environnement, tout ça que vous pouvez interpréter un peu à votre gré, il y a eu, dans le cadre de la loi climat, d'adopter la possibilité de modifier par ordonnance toutes les dispositions relatives à l'extractivisme, à l'activité minière sur le territoire français, donc y compris ces fonds marins. Alors, on est plutôt contre la modification par ordonnance, c'est passer par-dessus le dos du législateur, mais en l'occurrence, ça veut dire qu'il reste encore 3-4 mois de possibilités pour le gouvernement pour prendre une décision législative par ordonnance pour interdire l'extraction minière dans les fonds marins de la zone économique exclusive. Donc on attend vraiment la France, à la fois dans son positionnement à l'AIFM début novembre lors du prochain cycle de négociation, mais aussi d'ores et déjà maintenant pour interdire cette activité nocive sur notre propre territoire. Alors, je voulais juste dire 2 choses. Premièrement, c'est que les scientifiques se sont prononcés contre l'extraction minière des grands fonds. Deuxièmement, on a tous un rôle à jouer en fait. Donc c'est pas que nous qui sommes ici, c'est vous aussi, par vos votes, par vos décisions, par vos contacts avec les représentants. Et d'ailleurs, ce que font Greenpeace, Emma et Madame, c'est extrêmement fondamental pour qu'on puisse et s'affranchir de ce genre de choses. Il y a juste une phrase que je voudrais dire. Le président Macron a organisé le One Ocean Summit en février dernier, qui était quelque chose qui était très attendu. On était très contents que ce soit la France qui prenne l'initiative, etc., etc. Il y a eu des sujets qui n'ont pas été abordés, mais c'est pas exactement ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la dernière phrase qu'il a prononcée, c'était mieux explorer pour mieux exploiter. Tu vois, alors bon, pour les gens comme moi qui ne sont pas exactement dans toutes les institutions, dans toutes les conférences que vous avez, dans toutes les réunions, ça fait un peu peur comme phrase, mais peut-être que vous pouvez nous en dire plus sur l'avenir en fait de la politique française.
Je pense que c'est une question que moi aussi j'ai envie de poser, mais d'abord je vais donner la parole à François. Un mot là-dessus. Ce qu'on dénonce depuis un quinquennat entier, c'est le greenwashing du président Macron sur le climat. On l'a bien vu, Make Our Planet Great Again, et en même temps la France est condamnée pour son inaction climatique. On a un peu du bluewashing sur les océans, et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a des déclarations comme celle de Lisbonne, et on a derrière une administration qui va dans l'autre sens. On a besoin de choses beaucoup plus concrètes et précises que des postures de on veut un traité ambitieux mais on n'y va pas, on veut protéger les fonds marins mais on veut quand même un code minier. Donc il y a une espèce de en même temps complètement schizophrène qui relève du bluewashing. Et on sait que l'industrie, que le gouvernement et le président sont à l'écoute de l'industrie, on le voit sur d'autres sujets. Donc on est super méfiant et il faut aller beaucoup plus loin que ces postures qu'on a de Macron dans les grands sommets. Il faut une diplomatie active pour la conservation. Ça n'y est pas encore. Bon, moi je vais donc défendre Emmanuel Macron. Non, je voulais juste dire que le One Ocean Summit de Brest, l'idée c'était un peu de mobiliser des chefs d'État avant cette succession de rendez-vous dont on vous parle. Ça n'a pas été totalement improductif, puisque quelques jours après, il y avait une autre rencontre internationale à Nairobi, donc à l'ONU Environnement, et où ils ont décidé d'ouvrir. Alors, c'est juste ouvrir des négociations pour un jour avoir un traité sur le plastique. Voilà, parce que le plastique et l'océan, il y a un rapport direct, donc tout n'est pas totalement inexistant. Mais cette histoire d'exploration, je pense qu'elle est essentielle. En tout cas, en France, on voit bien avec l'Ifremer que c'est une question essentielle. Est-ce qu'on explore pour exploiter ? Est-ce que l'exploration elle-même dans un milieu qu'on ne connaît pas du tout et qui est totalement, on ne peut pas dire intact, puisqu'il y a déjà des particules de plastique et de pesticides dedans, mais enfin, en tout cas, assez peu touché. Est-ce que explorer, c'est déjà un problème ? Auquel cas, on risque de perdre les scientifiques en route. Qui veut répondre? Une réponse très rapide. En fait, là aussi, il y a une arnaque dans le terme explorer. On pense les explorations un peu avec voilà, l'explorateur scientifique à la découverte de nouveaux milieux en les laissant intacts. Non, là, c'est l'exploration minière. On va aller évaluer des gisements, on va évaluer des rendements, et on y va avec les mêmes pelleteuses que pour exploiter. C'est juste l'échelle qui change. Donc c'est déjà une activité destructrice. On ne parle pas de recherche scientifique pour le bien commun. On parle d'exploration à des fins minières. Oui. Je peux juste... Alors l'Ifremer répondrait que pour explorer à des fins scientifiques, on a aussi besoin de robots, on a aussi besoin de technologies qui sont permises, peut-être avec l'idée d'aller un jour exploiter. Enfin, voilà. Oui, non, mais juste pour ajouter, parce que explorer les fonds et les réserves génétiques, il faut préciser de quelle recherche on parle. L'exploration à des fins, soit d'extraction de pétrole. Je rappelle que Deepwater Horizon, l'une des plus grandes catastrophes de tous les temps, ce n'était pas de l'exploitation, c'était de l'exploration. Alors, dans le cadre de la recherche minière, c'est un peu différent, c'est un petit peu moins agressif, mais enfin, quand même, on va racler, voilà. Mais c'est très différent d'une recherche fondamentale sur les ressources génétiques de l'océan. Et donc ça, il faut vraiment le distinguer. On a des problèmes de termes, parce que c'est à peu près les mêmes termes qu'on utilise, mais il y a une vraie préoccupation là-dessus. Après, je prends ma casquette de juriste. Je suis aussi fondatrice de l'association Notre Affaire à tous. Ma casquette de juriste, c'est de dire quoi? C'est de dire attention. Et on a notamment eu cette problématique dans le cadre de l'examen de la loi sur la sortie de la France des hydrocarbures. Quand on octroie un permis d'exploration, on autorise des firmes à engager des investissements, et dans le droit économique actuel, les firmes ont un droit à retour sur investissement. Ça veut dire qu'évidemment, ce n'est pas encore ce qui est écrit dans le code minier, on ne sait pas ce qu'il y aura écrit dans ce fameux code minier de l'AIFM si un jour il voit le jour. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'une fois qu'une entreprise peut aller explorer, elle a normalement le droit d'aller exploiter au moins jusqu'à son retour sur investissement. C'est ça la règle économique aujourd'hui, c'est aussi une règle qu'il faut changer. D'ailleurs, on a absolument de remettre l'économie dans les limites planétaires et le respect des droits humains et sociaux, mais aujourd'hui, c'est de cette manière-là que le droit fonctionne, et donc, une fois que c'est parti, on ne peut pas l'arrêter, et c'est absolument essentiel, pour cette raison même, qu'on l'empêche de commencer. L'exploration, Olivier, Ma, vous aviez quelque chose sur ce point à ajouter ou pas? En fait, l'exploration minière, ça demande tellement de moyens, et d'ailleurs même les collègues de l'Ifremer seraient là, pourraient vous le dire,
Maintenant, on arrive à avoir des technologies qui tiennent un peu la route. On peut descendre assez facilement à 6000 mètres de profondeur avec des robots. Donc, a priori, ça peut être exploitable, mais je ferai quand même la distinction entre explorer pour générer de la connaissance, parce qu'on a besoin de savoir, on a besoin de connaître notre terre, on a besoin de connaître notre environnement, on a besoin de connaître toute la biodiversité qui reste, et d'évaluer d'ailleurs si elle est constante ou si elle décroît, et si elle décroît de combien, quoi. De l'exploitation financière, enfin de l'exploitation pour vendre, quoi, économique. Alors, oui. Oui, non, j'allais juste dire que je m'aligne avec les autres sur la notion que, en fait, ça dépend vraiment des fins de cette exploration. Du coup, si c'est une exploration pour éliminer, évidemment, c'est pas une bonne chose, mais effectivement, je pense que explorer pour la connaissance, pour les fins scientifiques, en fait, si c'est important parce qu'il faut connaître pour pouvoir mieux protéger. Et comme vous avez évoqué tout à l'heure, Martine, on sait déjà que, par exemple, dans les abysses, dans les fonds, on trouve déjà des particules de plastique, on trouve déjà des effets du changement climatique. Donc il faut qu'on soit au courant de notre impact en tant qu'espèce aussi, jusqu'à dans les profondeurs de notre monde, afin de savoir comment gérer, comment agir, comment protéger. Je peux vous donner un exemple. Ok. Les baleines à bosse, elles chantent, d'accord. Elles émettent des sons pendant les périodes de reproduction, et ces sons ont été décrits dans un article qui a fait le tour du monde en 1971, parce que les deux auteurs qui ont écrit cet article se sont rendus compte en fait que les vocalisations étaient émises dans un même ordre et répétées en boucle. Donc c'est ce qu'ils ont appelé un chant, quoi. Et ben cet article-là a fait le tour du monde. Ils ont fait un disque qui s'est très bien vendu. Et ils ont été à l'ONU pour créer un moratoire de la chasse, parce qu'à l'époque, on chassait les cétacés. Et le fait que les cétacés, on ne les connaissait pas, qu'il n'y avait que les chasseurs qui les voyaient dans les océans, et puis que le grand public n'en avait aucune notion, le fait d'avoir enregistré ces chants et les avoir diffusés au grand public et de façon très large, très massive, fait que ça a sensibilisé tout le monde, et ça a contribué à l'arrêt de la chasse des cétacés. C'est pour ça que moi je dis que la connaissance scientifique, les informations scientifiques qu'on est capable de faire, maintenant on s'intéresse au langage, par exemple au langage des cétacés, on s'intéresse au langage des dauphins. Vous avez tous entendu parler du beluga ou de l'orque qui a remonté la Seine. Toutes ces informations-là, qu'on est capable de leur donner une dimension scientifique et de le faire passer au grand public, ça contribue après à la défense de l'environnement. Alors, donc tous ces rendez-vous internationaux, je reviens dessus, on a l'impression qu'on s'était déjà d'abord occupé du droit, ça avait pris beaucoup de temps avant d'arriver à la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer. Maintenant, on s'occupe des fonds, on se pose depuis des années la question de se donner des règles pour la conservation de la biodiversité. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour améliorer le sort de l'océan? Est-ce que vous avez l'impression que cette idée qu'il est en danger, cette idée-là est partagée aujourd'hui? Peut-être pour dire un mot, c'est vrai que on voit qu'il y a une évolution, et on le voit aussi pour le climat, on le voit sur les océans. Alors il y a des choses comme les grands fonds, ça reste très très inconnu, même si j'ai un peu monté, mais tu mentionnais le moratoire sur la chasse baleinière, qui est en place depuis 40 ans. Et de fait, grâce aussi à la mobilisation de la société civile, des ONG, comme nous qui étions entre les harpons et les baleiniers, ça paye aussi. On était l'année dernière avec le Rainbow Warrior dans une zone d'essai d'une de ces compagnies minières dans le Pacifique. Le moratoire, on peut l'avoir si on se mobilise, citoyens, élus, scientifiques, industriels. Il y a des grosses boîtes qui ne sont pas par ailleurs nos meilleurs copains, mais Renault, Google, BMW, qui appellent au moratoire et s'engagent à ne pas utiliser ces métaux. Donc on peut le gagner. Ça peut être une victoire contre une menace avant même qu'elle ait commencé. Mais il faut se mobiliser massivement. Je me demandais si vous aviez envie de poser des questions ou pas. Il nous reste un petit temps. On a parlé de beaucoup de choses, de sujets assez divers et peut-être un peu techniques. Est-ce que quelqu'un a des questions? Sinon, on a plein de choses à dire encore. Bonjour. Bonjour.
Hugo Viel. Moi, j'avais deux questions. La première, c'est est-ce que l'accord juridique qui est actuellement en négociation à l'ONU n'était pas fait avant tout pour libérer des opportunités économiques et après, on a ajouté de l'environnement parce que ce n'était pas possible de parler juste d'économie aujourd'hui en 2022. Et la deuxième question, c'est comment on explique que les océans, ça concerne beaucoup moins de personnes que quand on parle de climat. Ou même, par exemple, la biodiversité. On va faire beaucoup de mobilisation pour les COP climat. En décembre, on risque d'avoir très peu de mobilisation pour la biodiversité. Et donc, comment expliquer ça et comment justement le changer et amener beaucoup plus de personnes à en parler? François? Ouais, sur la première question, alors en fait, dès le début, il y avait le double objectif conservation et usage durable des océans. La bagarre a été que conservation ne se transforme pas exclusivement en usage durable, avec, comme tu disais, le fait que des AMP pourraient être pêchés, des choses comme ça. Donc il a fallu plutôt se battre pour maintenir l'aspect conservation et cet équilibre. C'est toujours pas totalement gagné, parce que justement, voilà, ceux qui s'opposent au traité essayent aussi de déshabiller par l'intérieur et de le rendre inopérant sur sa capacité à protéger. Sur la mobilisation sur les océans, c'est vrai que c'est plus lointain. Ça a toujours été plus difficile et à la fois, il y a tout un côté qui fait rêver dans les océans. Donc c'est une autre forme de mobilisation. C'est une mobilisation qui de plus en plus s'appuie aussi sur les communautés de pêcheurs. On a de plus en plus travaillé avec des pêcheurs artisans. Là, pareil, sur la question du moratoire, les associations des pêcheurs artisans d'Afrique de l'Ouest et de l'Est appellent au moratoire, comme ça a été dit, dans les pays du Pacifique aussi. Donc c'est des mobilisations différentes. C'est aussi des gens qui sont touchés différemment que par le climat. On aimerait bien que ça se mobilise autant que pour le climat, oui. Et la biodiversité, je pense que oui, c'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'on ne mesure pas que le déclin de la biodiversité a un rapport direct sur ce que nous allons vivre? Mais juste pour ajouter un point là-dessus, il y a un vrai problème de lobby aussi. Et en fait, il y a eu une levée de la mobilisation pour le climat qui a un peu éclipsé le reste, peut-être parce que c'est très palpable, en tout cas que voilà, sur les territoires occidentaux, on commence à le sentir, alors qu'ailleurs, c'est senti depuis longtemps, mais ça devient palpable. La biodiversité, finalement, c'est plus diffus comme représentation dans l'esprit humain, donc on a eu besoin de ces images sur il n'y a plus d'insectes sur votre pare-brise, pour ceux qui prennent des voitures, pour rendre ça extrêmement concret. Mais il y a une bataille qu'on doit mener absolument et qu'il ne faut pas lâcher. Il y a une interrelation des systèmes écosystémiques, enfin des écosystèmes et des fonctionnements écosystémiques autour de la planète. Ça, le GIEC le dit, l'accord de Paris d'ailleurs le souligne au passage, mais on ne peut pas aborder la question des émissions de gaz à effet de serre et notamment du CO2 de manière complètement isolée du reste. Or, on a un énorme lobbying de la part de grandes entreprises multinationales, etc., pour ne regarder sur le baromètre que le CO2. Donc, je ne veux pas ouvrir le débat nucléaire aujourd'hui, ce midi, peut-être après, mais la question de la biodiversité, elle est massive. On a parlé des forêts, on a parlé des océans. En fait, à chaque fois qu'on ira détruire des espaces, on détruira aussi le climat, et à chaque fois qu'on accélérera le dérèglement climatique, on détruira aussi ces espaces. Cette interrelation-là, elle est volontairement ignorée à tous les niveaux. Moi, je le vois tous les jours au Parlement européen. Et dans le cadre des négociations internationales, c'est incroyable qu'on ait eu cet accord de Paris sur le climat et qu'on n'arrive pas à accoucher d'un accord sur la biodiversité. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup la question de la justice nord-sud et le refus des pays occidentaux de payer leurs dettes climatiques et environnementales à l'égard des pays du Sud qui entravent toute prise de décision, mais en tout cas, on a besoin de travailler sur cette interrelation et sur le fait de dire que la biodiversité, elle est tout aussi importante de la même manière que la préservation des océans, que l'eau. Il n'y a plus aucun endroit sur la planète où l'eau de pluie est potable. Et donc, tous ces sujets-là, ils sont interreliés et ils ont trait à cette civilisation des toxiques et de la croissance infinie qui est la nôtre, et c'est de celle-là qu'il faut absolument qu'on sorte. Oui, juste rajouter qu'au sujet de la biodiversité, qu'il y a un rendez-vous important au Canada en décembre, le prochain rendez-vous. Oui, monsieur, vous vouliez... Bonjour, c'est une question assez générale. Donc vous êtes tous militants d'une manière ou d'une autre? Non, non. Enfin, en tout cas, une partie d'entre vous, on va dire, on va rester... J'ai l'impression que toutes les actions qui sont prises sont très très lentes. Les problèmes doivent être réglés très très rapidement. Comment est-ce que vous faites pour rester motivé? C'est une question pour moi en fait, mais pour d'autres personnes aussi. Emma, peut-être?
Très bonne question. Et justement, on parlait de ça. Est-ce qu'il faut obligatoirement être jeune pour être engagé? Est-ce qu'il faut obligatoirement être jeune? Non, pas du tout. Par contre, je pense qu'il faut être idéaliste. Et je pense que c'est un mot qui est souvent un peu mis de côté, alors que l'idéalisme, c'est ce qui a été au début de tous les changements positifs sociaux de ces derniers siècles. Le féminisme, par exemple, ça a commencé avec un petit groupe de personnes qui étaient idéalistes, qui étaient optimistes en plus, qui voulaient quelque chose de mieux. Donc je pense que ça, c'est peut-être la caractéristique clé de rester mobilisé, mais effectivement, parfois, oui, c'est un peu désespérant, mais je pense que, d'un point de vue personnel, ça aide le fait d'être entouré par des gens comme vous et que bon, tu sens quand même qu'en ce moment, il y a un vrai mouvement dans le bon sens. Et ça paraît très long parce qu'on est dedans. Du coup, on a l'impression que ça va trop lentement. Mais en fait, si on compare de comment c'était il y a 10 ans, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ont changé. Et au niveau de la loi internationale, mais aussi au niveau des mentalités, de nos choix de tous les jours, des choix de consommateurs. C'est en train de changer plus rapidement que ce qu'on pense. Du coup, j'y crois. Il faut continuer la bataille. Olivier? Sur le rythme du calendrier, on a tous nos calendriers différents en fait. Quand on compare les calendriers de l'industrie, les scientifiques, on nous dit qu'on est extrêmement lent pour avoir une information supplémentaire, on met 5 ans. Les ONG ont d'autres calendriers. Les politiques, par exemple, on travaille avec le gouvernement français depuis au moins maintenant 2 ans sur la pollution sonore dans les océans et ils envisagent une régulation des bateaux, enfin des supertankers à proximité des côtes françaises en 2030. Donc tu vois, en fait, chacun a son calendrier, quoi. Alors François, toi qui milite depuis longtemps, est-ce qu'il faut bien connaître pour bien défendre? Alors moi qui suis très vieux, non, c'est désespérant, mais c'est pas du tout désespéré. En fait, c'est pas foutu du tout. Donc voilà, on n'est pas des Don Quichotte et c'est pas un combat pour l'honneur, c'est gagnable. Et encore une fois, la mobilisation, comme tu disais Emma, les choses ont beaucoup évolué ces dernières années. Donc c'est des combats qu'on peut gagner. Et puis aussi, moi je trouve que la lutte écologique, mais aussi la lutte sociale, et on voit le rapprochement des mouvements sociaux et des mouvements écologistes qui n'existaient pas avant, c'est aussi nouveau. Bah, en fait, c'est une lutte joyeuse. C'est chouette de se mobiliser, c'est pas triste, quoi. C'est quelque chose de collectif, c'est faire des choses ensemble pour essayer de changer les choses, pour essayer de dire de manière très pompeuse de changer le monde. Et en fait, c'est vachement chouette. Et donc, je vous invite tous à militer, à lutter, etc. C'est pas du tout déprimant. Et Marie Toussaint, est-ce que vous le sentez, vous, au Parlement européen, ou bien ça reste... Qu'est-ce que je veux dire? Que répondre à cette question? Non, c'est pas simple, c'est pas simple. Après, il y a vraiment des choses qui avancent. Par exemple, sur la reconnaissance de l'écocide, un autre sujet sur lequel Macron a fait de grands engagements et dont on ne voit rien venir. Hein. Mais je pense qu'on est juste voilà, sur la dernière marche pour le faire reconnaître, au moins par le Parlement européen. Après, il nous restera à convaincre les États membres. Mais pour répondre vraiment à la question de... la motivation, à mon sens, pour moi, c'est un peu ce que disait François sur l'impact social de ce qu'on fait. Et je crois, quand on se sent en empathie avec les écosystèmes, on le sent aussi. Mais même avec une vision plus anthropocentrée, plus humaniste, il y a vraiment des gens qui souffrent et qui souffrent de plus en plus de la destruction de la planète. Et ça, c'est des gens qui ne sont pas tous déprimés, qui ne sont pas tous désespérés, mais qui, quelque part, sont contraints de trouver la force, le courage chaque matin de se lever et de se battre juste pour vivre et pour vivre dignement. Et encore, ils n'y arrivent pas toujours. Et ça, c'est vraiment ce qui est, moi, au cœur de ma persistance dans cet engagement-là, c'est qu'en fait, quelque part, on n'a pas le droit de ne pas agir, on n'a pas le droit de les laisser tomber. Et si eux le font chaque matin avec force, dignité, courage et parfois même bonne humeur, alors bah, nous aussi. Bonjour à tous. Moi, je voulais juste savoir, sachant que c'est un problème universel qui s'impose, je voulais savoir qu'est-ce que vous comptez faire pour enfin pouvoir alerter pas mal de masses de gens, afin que tout le monde soit conscient de cela et puisse faire quelque chose pour justement préserver la biodiversité. Merci à tous.
lire le journal. Bah, peut-être pour nous, disons que ça passe par faire ce travail de communication, bah, aussi d'être là, faire tout ce travail voilà, de diffusion des enjeux, des solutions, etc. Ça veut dire aussi être capable de pouvoir contrecarrer l'industrie avec des éléments tangibles, donc c'est tout un travail d'investigation. Il y a besoin d'investigation, hein, on le voit bien sur les sujets comme les industries du grand fond, à quel point c'est opaque et à quel point il y a besoin de mettre un coup de projecteur. Et puis juste un mot, nous on a une spécificité, c'est que ça passe aussi par la désobéissance civile, par la non-violence, mais par la désobéissance civile. On pense qu'il faut être sur les lieux de la menace environnementale, c'est ce que je disais avec nos navires, mais qu'aussi il faut créer du rapport de force par rapport à nos adversaires. Et le rapport de force, on le voit de plus en plus avec le mouvement climat, ça passe aussi par les désobéissances civiles. Alors pour nous, il y a un truc qui est indépassable, c'est la non-violence, mais c'est ça aussi qui fait évoluer les rapports de force. Est-ce que vous avez une question sur l'océan, pas seulement sur l'engagement ou pas? Non, moi c'est sur l'engagement. On vous écoute. Déjà, merci pour vos présentations respectives, c'est extrêmement intéressant. J'avais une question justement par rapport aux stratégies. Vous parliez tout à l'heure du fait que ça fait 2 ans que vous travaillez au niveau de la pollution sonore avec le gouvernement, que éventuellement des acteurs privés pouvaient être des alliés sur certains points de campagne très, très précises. Néanmoins, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Marie Toussaint, sur l'idée qu'il faut dans une certaine mesure qu'on sorte des régimes de croissance parce qu'on n'arrivera pas à croître indéfiniment dans un monde fini. Et en fait, ma question, c'est la suivante. On est tout de même dans un système capitaliste où on voit qu'on perçoit la nature comme à partir de laquelle on pourrait extraire, à partir de laquelle on pourrait avoir une attitude de prédation. Et est-ce qu'en travaillant avec ces acteurs-là, on ne tombe pas dans une forme de réforme, en fait, alors qu'il faudrait, dans une certaine mesure, une révolution? Enfin, ma question, c'est est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt et dans quelle mesure c'est efficace, sachant qu'on manque de temps? François, tu vois. Un mot là-dessus. Nous, on a beaucoup à Greenpeace, pendant longtemps, essayé de faire bouger les entreprises, notamment avec toutes les attaques sur ce qu'on appelle la brand attack, utiliser l'image de l'entreprise pour lui faire du mal, pour la faire bouger. Et pour avoir des engagements, on l'a fait sur l'huile de palme, par exemple, beaucoup, ou sur le thon, à un moment donné. En fait, ça marche pas vraiment, j'ai envie de dire. Ça marche qu'un temps, et il faut vraiment obtenir des régulations. Et il faut obtenir des décisions politiques. C'est pas les entreprises elles-mêmes qui vont changer le monde. Là aussi, c'est pour ça qu'il faut du rapport de force. Et de fait, oui, de plus en plus, et ça c'est aussi lié avec ce qu'on a dit sur le rapprochement des luttes sociales et environnementales, c'est de plus en plus évident que la cause de la destruction de l'environnement et de la perte de biodiversité, du réchauffement climatique ou de la casse sociale, c'est très largement les mêmes. Ça ne s'oppose pas et que globalement, ça s'appelle effectivement le capitalisme globalisé, ultralibéral, qui s'est mis en place depuis quelques décennies. Alors moi, je voudrais revenir un petit peu en arrière, parce qu'il y a une question de base qu'on n'a pas traitée. On est confronté au changement climatique. Est-ce que finalement ces métaux, on voit bien les menaces qu'elles font, que leurs recherches font peser sur les écosystèmes, mais est-ce qu'on n'est pas obligé d'en passer par là pour réussir notre transition énergétique? Bon, je reprends à cette question peut-être. C'est la grande question. Et la réponse est non, on n'est pas obligé. Pourquoi on n'est pas obligé? Parce qu'en ce moment, il y a des innovations technologiques vachement intéressantes qui sont en train d'émerger, mais tous les mois, sur comment fabriquer des batteries pour les véhicules électriques, par exemple, sans ces métaux ou avec moins de métaux. Du coup, c'est une question de réduction de demande. Par exemple, le Tesla, eux, ils utilisent déjà une batterie qui ne contient ni du nickel ni du cobalt. Du coup, cette technologie est déjà là, en fait. Ça existe déjà. Et puis, il y a peut-être d'autres solutions sociales émergentes qui sont plutôt intéressantes aussi. Juste pour citer un exemple, je pourrais parler des mines urbaines. Donc, l'idée des mines urbaines, c'est de mieux recycler et mieux réutiliser les métaux qui se trouvent dans nos vieux smartphones, nos vieux ordi, nos vieux télés qui se trouvent quelque part dans un tiroir ou dans un placard chez nous. Et en ce moment, on estime qu'on recycle que 20% de ces éléments, de ces matériaux. Du coup, il y a quand même un énorme potentiel là. Et ce sont des ressources qui sont devant nous, chez nous, dans nos maisons.
Donc je pense qu'il y a vraiment un grand travail d'optimisation à faire à ce niveau-là. Et puis, surtout, il y a juste le fait qu'on ne peut pas continuer dans cette économie d'extraction, parce que ce n'est pas durable. On ne peut pas continuer de prendre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, et jusqu'à ce qu'on aura tout détruit. Du coup, on est vraiment dans un moment où il faut commencer à sérieusement considérer la transition vers une économie circulaire qui privilégie le recyclage, la réduction de la demande et la réutilisation. Marie, ce sera le mot de la fin, puisque nous tenons nos engagements. Merci, je vais essayer d'aller vite pour revenir à ta question. Moi, face à cette économie hyper prédatrice, j'ai pas d'autres outils que celui de loi universelle qui protège les communs naturels. Et du coup, c'est pour ça que je me bats, qu'on se bat les uns les autres ici. Et vraiment, le travail qui est fait par la coalition d'ONG, il n'est pas lent, il est éminemment rapide. Ce qu'ont fait François, Emma, Camille qui est là-bas, Anso, enfin, il y a un travail conséquent de toute la communauté internationale. Là, j'ai cité les Français, mais il y en a partout. Vraiment, vous pouvez les féliciter et les applaudir très chaleureusement parce que ce sujet aurait pu ne pas en être un et passer à la trappe. Et en fait, il en est un. Et aujourd'hui, tous les États du monde doivent se positionner là-dessus et donc c'est éminemment important. Mais avant que vous les applaudissiez quand même, je veux juste dire un dernier petit mot. Cette loi universelle, j'ai parlé des communs naturels et on a encore des petits débats entre nous sur la sémantique. Quand Emmanuel Macron a parlé à l'UICN en septembre dernier, il a parlé des océans et il a dit qu'il faut en faire des biens communs. Moi, je regardais ça en ligne. En ligne, c'était automatiquement traduit. Et en fait, bien commun, ça a été traduit comme un global asset. Les assets, c'est ce qui s'échange sur les marchés financiers. Et donc, moi, ce que je veux vous dire, on a un besoin de parler des communs naturels mondiaux, a fortiori les forêts ou les océans. On a un besoin de demander la reconnaissance des droits de la nature et de faire en sorte que partout, dans tous les textes, dans tous les projets, dans toutes les politiques qui soient développées, eh bien, l'impératif de respecter les droits de la nature soit défendu, garanti et respecté. Pourquoi ? Parce que c'est une fois qu'on apprendra à respecter l'harmonie qui est celle du vivant, qu'une fois qu'on apprendra à vivre nous-mêmes en harmonie avec le vivant, qu'on y arrivera. Donc, les communs naturels, les droits de la nature, c'est ça l'aboutissement de notre lutte. Bien, eh bien, il nous reste à vous remercier et voilà, longue vie aux océans. Merci Martine. Merci à tous.